Pendant le déjeuner, ma belle-mère a jeté une demande de divorce sur la table et a exigé que je la signe. J'ai immédiatement accepté. En me tournant vers mon mari, j'ai déclaré « Dès demain matin, je retire la totalité de mon capital, que j'ai investi dans votre entreprise familiale. » Lors du repas organisé en l'honneur du défunt grand-père de mon mari, en présence de toute la famille élargie, ma belle-mère a soudainement jeté une demande de divorce sur la table. Elle a déclaré à voix haute que dans cette famille, il n'y avait pas de place pour un « arbre sec et stérile » et a promis de me jeter l'aumône d'1 million d'euros, en guise de compensation pour mes meilleures années perdues. Autour de nous, les proches ont plissé les lèvres en des sourires narquois, s'attendant à ce que je fonde en larmes, et que je commence à les supplier. Mais ils se sont lourdement trompés. J'ai calmement pris un stylo, et j'ai apposé une signature majestueuse. La tête haute, j'ai regardé mon mari infidèle droit dans les yeux, et avec un sourire glacial, j'ai prononcé « Dès demain, je récupère mes 40 millions d'euros, investis dans le capital social de ton entreprise. Prépare l'argent. » Par un dimanche après-midi, le soleil étouffant du début de l'été, perçait à travers les fenêtres d'un ancien appartement au haut plafond, situé dans une ruelle calme du Marais, en plein cœur de Paris. Aujourd'hui, nous rendions hommage au grand-père de mon mari, Jean, et c'était l'occasion pour tout leur grand clan de se réunir. Depuis le petit matin, seul, sans pouvoir me redresser, je m'activais dans la cuisine étroite, couverte de sueur, préparant le repas pour 6 grandes tables. Il y avait là du foie gras, une blanquette de veau, des quiches croustillantes, des amuse-bouches, et des piles de crêpes, symbolisant le soleil. Pendant ce temps, Jean, mon mari légitime, était assis, les jambes croisées dans le salon, sirotant un thé de Ceylan haut de gamme, et vantant d'un air important les projets de construction grandiose de son entreprise. Pile à midi, les tables étaient dressées. L'odeur de l'encens se mêlait aux arômes de la nourriture, créant une atmosphère profondément imprégnée des traditions de cette famille bourgeoise. Tout le monde a commencé à s'installer. Oncle Nicolas, le frère aîné de mon beau-père, s'est assis en bout de table. À côté de lui, se trouvaient tante Odile et d'autres parents plus âgés. J'ai retiré en silence mon tablier taché de graisse, et je m'apprêtais à m'asseoir à la table réservée aux femmes et aux enfants, dans un coin de la pièce. Mais, avant même que je n'ai pu prendre une assiette, la conversation bruyante s'est soudainement interrompue, à cause d'un bruit sec. Sylvie, ma belle-mère, a abattu sa fourchette sur la table avec force. Son visage s'était pétrifié. Son regard perçant, quant à lui, était braqué directement sur moi. Elle a plongé la main dans son sac de marque, en a sorti une feuille à 4 immaculées, et l'a jetée bruyamment sur le plateau en verre, juste devant moi. D'une voix glaciale, en martelant chaque mot, sous le regard de plusieurs dizaines de personnes, elle a prononcé « C'est une demande de divorce. J'ai déjà demandé à un avocat de la rédiger. Signe. Cette famille ne peut pas abriter une fleur stérile. Que nous avons nourrie pendant tant d'années, et qui n'a même pas pu donner à Jean un héritier, un continuateur de la lignée. Tu brises la branche de la famille Laurent. Tu comprends, quel grand péché c'est? » Un silence de mort s'est abattu sur la table. Mon souffle s'est coupé. Une boule amère est montée dans ma gorge. 5 ans de mariage. J'avais sacrifié ma jeunesse, tout mon argent, et les relations de ma propre famille, pour hisser Jean, du poste de simple ingénieur, à celui de directeur d'une entreprise de construction. Quant aux enfants, le problème venait précisément de Jean, de sa propre santé. Mais, pour préserver sa dignité d'homme, j'avais enduré en silence, pendant des années, le fardeau du mot « stérile ». Et maintenant, ils utilisaient exactement cette raison, pour me jeter à la rue. Voyant mon silence, Sylvie a eu un sourire tordu. « Ne t'inquiète pas, nous ne te jetterons pas dehors les mains vides. » Jean, conscient de son devoir conjugal, te virera 1 million d'euros. C'est, disons, une compensation pour ta jeunesse. Prends cet argent, et commence une nouvelle vie. Mais ne t'accroche plus jamais à mon fils. Aussitôt, des murmures ont éclaté autour de nous. Tante Odile, la sœur de Sylvie, a pincé les lèvres et a ajouté « C'est vrai, ma nièce. Notre petit Jean est maintenant le directeur d'une grande entreprise. » Des jeunes femmes, belles et fertiles, lui courent après par dizaines.
Si tu ne peux pas enfanter toi-même, il faut connaître ta place, et laisser partir ton mari, pour conserver au moins une once de dignité. L'oncle Nicolas a toussé, a caressé sa barbe grise, et a lentement déclaré, tel un juge, le devoir principal d'une femme dans le mariage, sa sainte obligation, c'est de donner naissance à des enfants. Tatiana a failli à son devoir envers la lignée. Puisque ta belle-mère a pris cette décision, sache que c'est uniquement pour le bien des racines de notre famille. Tu devrais signer, pour que tout se passe en douceur. J'ai jeté un coup d'œil furtif à Jean. Mon mari, avec qui je partageais mon lit, a baissé la tête, faisant semblant d'émietter du pain dans son assiette, et évitant mon regard à tout prix. Il était tellement lâche, qu'il n'osait pas dire un seul mot pour défendre sa femme, pendant que sa mère et ses proches s'acharnaient sur moi, piétinant ma dignité dans la boue. Tous mes sacrifices, et toute ma patience au fil des ans, venaient de se transformer en cendres, en une fraction de seconde. Mon cœur, déjà couvert de cicatrices à cause de la récente froideur de Jean, s'est alors définitivement glacé. La flamme de la colère a commencé à s'embraser en moi. Mais je me suis dit, qu'il fallait garder la tête froide. Contrairement aux attentes de Sylvie et de la famille, qui espéraient mes larmes, mes supplications, ou une crise d'hystérie, j'étais absolument sereine. J'ai lissé les plis de ma robe, j'ai pris lentement la demande de divorce, et je l'ai parcourue des yeux. Point par point. La signature de Jean trônait déjà dans le coin inférieur droit. Il avait tout prémédité, et s'était concerté avec sa mère à l'avance, attendant simplement ce rassemblement familial, pour faire pression sur moi, et me coincer dans une situation sans issue. J'ai posé le papier sur la table. Les coins de mes lèvres se sont légèrement soulevés, esquissant un demi-sourire. « Belle maman, avez-vous un stylo ? Donnez-le-moi, s'il vous plaît. » Sylvie a été déconcertée, l'espace d'un instant. Il semblait qu'elle ne s'attendait pas, à ce que j'accepte aussi vite. Elle a fouillé frénétiquement dans son sac, a trouvé un stylo à billes, et me l'a poussé, avec un triomphe non dissimulé dans les yeux. J'ai pris le stylo, et sans la moindre hésitation, j'ai tracé une ligne ferme en appuyant fort. Ma signature, nette et tranchante, a mis un point final à ce contrat amer de 5 ans, qui m'avait coûté ma jeunesse. Après avoir signé, j'ai calmement repoussé le papier vers Sylvie. « Je vous félicite, belle maman. À partir de cette minute, plus rien ne me lie à vous, ni à votre famille. Et votre 1 million d'euros de compensation, gardez-le pour vos vieux jours. Je n'oserais pas l'accepter, car il y a des choses, infiniment plus précieuses, que je dois récupérer. » Je me suis redressée. Ma silhouette, bien que fragile, dégageait une force, qui dominait tous les convives assis à table. J'ai regardé Jean droit dans les yeux, et avec une voix claire, tranchante comme une lame de rasoir, j'ai prononcé, « Jean, écoute-moi très attentivement. Puisque tu as décidé d'en finir avec nos sentiments, les affaires doivent également être parfaitement claires. Dès demain matin, je retire officiellement tout mon capital, d'un montant de 40 millions d'euros, incluant le capital de départ et le fonds de roulement, que j'ai investi dans ton entreprise de construction. Prépare-toi à me rendre cet argent. » Mes mots ont résonné, comme l'explosion d'une bombe. L'air dans la pièce s'est alourdi, le tintement des fourchettes et le bruit des bouches en train de mâcher se sont tus. L'oncle Nicolas s'est figé, la bouche grande ouverte. Un morceau de quiche est resté suspendu en l'air. Jean a laissé tomber sa fourchette, qui a heurté son assiette avec un bruit métallique. Il a bondi de sa chaise, comme monté sur ressort. Son visage, rougi par l'alcool, a instantanément pâli, vidé de son sang. En bégayant, il a hurlé, « Tania, tu as perdu la tête. Ces 40 millions sont déjà investis dans l'entreprise. Ils ont servi à acheter des matériaux de construction et à payer les salaires des ouvriers. Ils sont bloqués dans des projets inachevés. Comment peux-tu décider de les reprendre, comme ça ?» Sylvie a immédiatement bondi, et s'est placée devant son fils, les mains sur les hanches. Sa voix perçante a résonné dans tout l'appartement, « N'essaie pas de nous faire peur. La loi est très claire, ce qui est acquis pendant le mariage, est une propriété commune. L'argent, investi dans l'entreprise de Jean, est maintenant la propriété de l'entreprise de Jean. De quel droit oses-tu le réclamer ?
Tu sortiras de cette maison, avec cette demande de divorce, et les mains vides, tu m'as bien comprise? Je regardais ce duo jouer la comédie, protégeant un tas d'argent, qu'ils considéraient légitimement comme le leur. Leur cupidité et leur ignorance m'ont fait éclater de rire. Ils pensaient vraiment qu'une femme issue d'une famille dotée d'un tel sens des affaires, comme la mienne, pouvait être utilisée et jetée aussi facilement. J'ai répondu à leur panique avec une assurance absolue, prête à passer à la prochaine étape, minutieusement calculée. Je me suis dirigée sans précipitation vers le canapé du salon, et j'ai pris mon sac à main en cuir de crocodile. Je l'ai ouvert, et j'en ai lentement sorti un dossier contenant des documents, soigneusement rangés dans une pochette rigide. Le bruissement du papier s'est fait entendre distinctement, dans ce silence lourd de tension. Tous les regards de la famille Laurent étaient rivés sur mes mains. Ceci est notre contrat de mariage, ainsi que l'accord notarié, concernant l'apport de mes parts dans le capital social. J'ai jeté le dossier sur la table basse. Le bruit sourd de l'impact a résonné comme un marteau, brisant les espoirs de la mère et du fils. J'ai fait un signe de tête en direction de Jean. Ma voix était acérée. Tu es le directeur, n'est-ce pas? J'espère que tu ne souffres pas encore d'amnésie. Avant notre mariage, ma famille a vendu un appartement sur l'avenue Victor Hugo, pour me donner 40 millions d'euros, en tant que capital personnel. Cet argent a été transféré sur mon compte bancaire privé, bien avant le jour de notre union civile. La loi est parfaitement claire. Il s'agit de mes biens propres, qui n'ont absolument rien à voir avec le patrimoine commun acquis pendant le mariage. Le front de Jean s'est couvert de sueur. Il fixait le dossier, ses lèvres tremblaient, et il était incapable de prononcer un traître mot. J'ai porté un nouveau coup, en ce qui concerne l'entreprise de construction, lorsque ton premier projet a fait faillite, et que tu étais couvert de dettes, c'est moi qui ai injecté ces 40 millions, pour sauver la société. Dans les statuts de l'entreprise, portant ta signature et le cachet officiel, il est stipulé noir sur blanc, je détiens 70% des parts. Avec une telle majorité, j'ai le droit de veto sur n'importe quelle décision du conseil d'administration, et j'ai le droit absolu de retirer mon capital à tout moment, quand je le souhaite, et sans ton accord. En entendant cela, Sylvie a chancelé. Ses genoux ont tremblé, et en reculant de quelques pas, elle s'est agrippée au dossier d'un fauteuil, pour ne pas tomber. Tante Odile, qui me faisait la leçon si bruyamment quelques minutes plus tôt, s'était maintenant recroquevillée dans un coin, la tête baissée, n'osant plus lever les yeux. J'ai balayé du regard tous ceux qui venaient de me condamner ensemble. Oncle Nicolas, vous souvenez-vous, l'année dernière, lorsque votre fils a provoqué un grave accident de voiture, et devait payer 5 000 € à la victime? Si je n'étais pas intervenu, il serait déjà en prison. Tante Odile, et votre dette de 2 millions d'euros, réclamée par des agents de recouvrement au début de l'année, qu'il a remboursée, pour éviter qu'ils ne mettent le feu à votre porte? Et vous, maman, vous dites que je vivais à vos crochets. Les dépenses mensuelles pour faire tourner cette maison, s'élevant à 15 000 €. Vos voyages dans des stations balnéaires luxueuses, l'argent pour les cadeaux de toute la famille. Et même ce repas somptueux, autour duquel vous êtes assis en ce moment. Tout cela vient de ma poche. Vous vous êtes servi de mon argent, vous avez sucé mon sang, pour vous créer une brillante façade, et ensuite, vous vous êtes retourné contre moi, pour m'insulter. J'ai pris une profonde inspiration, sentant à quel point mon âme s'était allégée. J'avais enfin jeté ce fardeau de soumission. J'ai glissé mon sac sur mon épaule, et pour la dernière fois, j'ai regardé Jean droit dans le visage. Prépare-toi. Demain, j'arriverai avec mon avocat directement dans ton bureau, pour signer tous les papiers. Je me suis retournée, et j'ai franchi la lourde porte en chêne, laissant derrière moi ce repas inachevé, et les visages pâles et abasourdis, de tout le clan de mon mari. Le soleil de midi me brûlait le visage, mais au fond de moi, se répandait un extraordinaire sentiment de liberté, et de fraîcheur. J'ai quitté cette ruelle étouffante du Marais, et je me suis inséré dans la circulation dense, des rues parisiennes. Ma destination était un appartement de haut standing, dans une tour moderne de Neuilly-sur-Seine. J'avais acheté cet appartement, avec mes propres économies, bien avant de me marier. C'était mon véritable refuge,
dont je n'avais jamais parlé à la famille de mon mari, pour éviter leur regard envieux. En descendant dans le parking souterrain, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, et j'ai remarqué le grand SUV noir de Jean, qui freinait brusquement derrière moi. Il m'avait suivi tout le long du trajet. J'ai coupé le moteur, et je suis sorti calmement de la voiture. Jean a accouru immédiatement. Son allure impeccable de grand directeur s'était transformée. Il était ébouriffé, et sa chemise était trempée de sueur. « Tania, attends, laisse-moi tout expliquer. » Jean a tendu la main pour m'attraper, mais j'ai reculé d'un pas, le regardant avec dégoût. Il a baissé la voix. Son visage arborait une expression suppliante, ce qui s'est passé à la maison. C'est maman qui a craqué. Elle a dit des bêtises sous le coup de la colère. Je ne veux absolument pas divorcer. 1000 fois non. Tu es ma sauveuse, ma merveilleuse femme. Rentrons à la maison, et parlons-en. Mais s'il te plaît, ne retire pas le capital. L'entreprise s'effondrera immédiatement. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. Ma voix était implacable, la demande est signée. Tout est fini. Nous n'avons plus rien à nous dire, si ce n'est régler nos comptes financiers. Voyant que jouer sur la corde sensible ne fonctionnait pas, le visage de Jean a changé du tout au tout. Il a fouillé dans sa mallette, en a sorti notre certificat de mariage, ainsi que l'acte de propriété de l'appartement où nous vivions. Sa voix s'est durcie, ne m'oblige pas à prendre des mesures extrêmes. Si tu retires intentionnellement le capital, et que tu me mets au pied du mur, je saisirai le tribunal pour exiger le partage de cet appartement. Nous avons vécu ensemble pendant tant d'années, notre argent s'est mélangé. Tu ne pourras pas t'enfuir avec tout le butin aussi facilement. J'ai éclaté de rire à haute voix, riant amèrement de l'audace de l'homme, que j'appelais autrefois mon mari. Je me suis retournée, appelant l'ascenseur, je suis montée, sans prêter attention au fait qu'il traînait les pieds derrière moi. En entrant dans mon appartement, je me suis dirigée directement vers le coffre-fort encastré dans le mur, j'ai tapé le code, j'en ai sorti un épais dossier de documents, et je l'ai jeté avec force sur la table en verre, devant Jean. Tu crois que j'ignore les affaires sales, que tu as manigancées dans mon dos? Ouvre les yeux et regarde. Jean a pris le dossier. Ses mains se sont mises à trembler, lorsqu'il a vu les rapports financiers internes, et les relevés des mouvements de fonds réels, qu'il avait délibérément dissimulés. Il me les avait cachés, au cours des 2 dernières années. La vérité était étalée sur le papier, son entreprise de construction enregistrait constamment des pertes. Les partenaires se plaignaient des retards, et de la mauvaise qualité des travaux. Je l'ai pointé d'un doigt menaçant. Tu as utilisé mon capital, pour couvrir les pertes, causées par ta gestion incompétente. Tout cela, dans le seul but de maintenir ta fausse image, d'homme d'affaires à succès. Mais ce n'est pas tout. Tu as effrontément détourné 6 millions d'euros de l'entreprise pour acheter un appartement de luxe dans le 16e arrondissement, et tu l'as mis au nom de ta mère. Tu as pris l'argent, gagné à la sueur de mon front, pour accomplir ton devoir de bon fils. Tu te considères comme un homme, après ça? L'acte de propriété a glissé des mains de Jean. Il s'est effondré sur le canapé. Ses yeux étaient vides. Il n'osait plus me regarder. Tous ses secrets les plus sordides venaient d'être impitoyablement dévoilés. J'ai pointé la porte du doigt, et j'ai sifflé entre mes dents, sors de chez moi, immédiatement. Demain, pile à 9 heures du matin, je serai à ton bureau. Prépare les documents. Le lundi matin, la première forte averse de l'été s'est abattue sur Paris, lavant la chaleur étouffante de la veille. J'ai enfilé un tailleur gris strict, je me suis légèrement maquillée, et, le visage serein, je me suis assise à mon bureau, dans les locaux de ma propre société d'import-export, située sur le boulevard Haussmann. Tous les préparatifs, pour cette ultime bataille juridique, avaient été achevés la nuit précédente. À 8h30 précise, mon assistante, essoufflée, a frappé et est entrée, pour m'informer que ma belle famille était là. Avant même que je ne puisse hocher la tête, la porte de mon bureau s'est ouverte à la volée. Sylvie a fait irruption à l'intérieur. Elle portait un tailleur en velours rouge, et une lourde chaîne en or pendait à son cou.
Elle était suivie par un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume noir, tenant une mallette brillante à la main. Son visage hautain était typique de ceux qui aiment intimider les faibles avec la loi. Sylvie a levé le menton et a balayé le bureau d'un regard méprisant. Pouah. Quelle niche à chien, et elle ose s'appeler directrice. Tu penses qu'en quittant mon Jean, tu vas devenir une reine? J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai croisé les mains sur la table, et j'ai regardé froidement mon ex-belle-mère. Que me vaut cette visite? Si c'est pour des affaires personnelles, je n'ai pas le temps. L'homme qui l'accompagnait a fait un pas en avant, a toussé, et a sorti de sa mallette un document portant le sceau d'un cabinet d'avocats. Il a déclaré d'un ton arrogant: « Bonjour, madame. Je suis l'avocat qui représente les intérêts de monsieur Jean Laurent et de l'entreprise de construction Bâti Progrès. Je suis ici aujourd'hui pour vous remettre cette mise en demeure officielle. » Il a posé le papier sur mon bureau. Son ton était ouvertement menaçant. Conformément à la législation en vigueur, votre retrait soudain d'un capital important, s'élevant à 40 millions d'euros, entraînera une rupture des flux de trésorerie, l'arrêt des activités de production, et causera de graves préjudices à l'entreprise et à ses partenaires. Si vous persistez dans cette démarche de retrait de fonds, mon client vous poursuivra au civil, pour rupture de contrat, et atteinte intentionnelle à l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, non seulement vous ne récupérerez pas votre argent, mais vous serez également tenu de verser des dommages et intérêts, s'élevant à plusieurs millions d'euros. En entendant les paroles de l'avocat, Sylvie a ri d'un air triomphant. Elle s'est approchée de mon bureau, et a frappé dans ses mains. « Tu as entendu? Tu pensais que, parce que tu as fait des études, tu pourrais contourner la loi? Les femmes ont l'esprit étroit, alors tu ferais mieux de te comporter gentiment. Signe immédiatement, et sagement. Un engagement à ne pas retirer le capital, puis rentre à la maison, et supplie-nous à genoux, mon fils et moi, de te pardonner. Peut-être que, par pitié, je t'autoriserai à revenir vivre avec Jean. Sinon, attends de voir. Tu passeras devant le juge, et tu finiras sur la paille. » Leur excès de confiance et leur arrogance m'ont fait rire. Ils m'avaient grandement sous-estimé. Je me suis levé lentement, et j'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone de bureau, appelant le service juridique de mon entreprise. 5 minutes plus tard, Charles, mon avocat principal, est entré dans la pièce avec un dossier prêt. J'ai jeté un regard plein de pitié à Sylvie, et à son prétendu avocat. « Belle maman, vous vous êtes trompée d'adresse en amenant cet avocat. Il semble que votre conseil n'ait pas pris la peine de lire attentivement les statuts de l'entreprise, ni le pacte d'actionnaires, avant de faire des déclarations aussi fracassantes. Pensez-vous que j'ai bâti cette entreprise sur ma propre stupidité? Le jeu ne fait que commencer, et ce n'est certainement pas moi qui me retrouverai au tribunal. Nous verrons bien qui finira les poches vides. » L'atmosphère dans mon bureau du boulevard Haussmann s'est instantanément réchauffée. Charles, mon conseiller juridique principal, s'est avancé. C'était un avocat d'affaires expérimenté, toujours calme, mais avec un discours tranchant comme un rasoir. Il a posé un épais dossier de documents sur la table, a glissé un regard sur l'avocat suffisant de mon mari, puis s'est arrêté sur Sylvie. Charles a pris la parole d'une voix claire et mesurée. « Bonjour, chers confrères. Vous venez de citer la loi pour intimider ma cliente, mais vous avez apparemment oublié de lire attentivement les statuts de la société à responsabilité limitée, comprenant 2 associés, dont ma cliente détient les parts majoritaires. Dans le pacte d'actionnaires numéro 92, conclu il y a 5 ans, l'article 4 stipule clairement « Madame, en tant qu'associée fondatrice, détenant 70% du capital social, a le droit d'exiger que la société rachète ses parts ou de retirer directement son capital, en cas de découverte de fraude financière de la part du directeur général. Ce retrait de capital ne nécessite pas l'approbation du Conseil des associés, si les preuves de fraude sont avérées. » En entendant cela, le visage de l'avocat de mon mari s'est décomposé. Il a précipitamment ouvert sa mallette et a commencé à chercher frénétiquement des documents pour formuler une objection. Voyant cela, Sylvie lui a donné un coup de coude, et a crié d'une voix perçante, essayant de se défendre. « Quelle fraude, enfin ! Mon petit Jean gère son entreprise de manière honnête et transparente.
La société dépose tous ses bilans aux impôts, chaque année. N'osez pas calomnier mon fils. J'ai esquissé un sourire en coin, et j'ai ouvert moi-même le dossier que Charles avait apporté. J'en ai sorti 3 feuilles, estampillées de tampons rouges, et je les ai poussées vers Sylvie. Regardez attentivement, belle maman. Ceci est le relevé des mouvements de fonds, provenant du 2e compte bancaire caché de l'entreprise, dont Jean ne vous a jamais parlé. Non seulement il a détourné 6 millions, pour vous acheter un appartement, mais il a également contracté secrètement un prêt de 10 millions d'euros auprès de réseaux criminels. À des taux d'intérêt usuraires, afin de combler le trou financier d'un projet, un trou créé parce qu'il avait lui-même économisé sur la qualité des matériaux. J'ai sorti une autre pile de factures, et je l'ai abattue violemment sur le bureau, et voici la preuve, que Jean a donné l'ordre au chef comptable, d'émettre de fausses factures, et de virer illégalement de l'argent sur des comptes personnels. Dans le but d'éluder l'impôt. Il me suffit d'envoyer ces documents à la brigade financière. Votre fils perdra non seulement son poste de directeur, mais il risque également une lourde peine de prison ferme. Voulez-vous que je le fasse tout de suite, maman ? Sylvie fixait les chiffres rouges sur les papiers. Ses mains, lourdement parées d'or, se sont mises à trembler. Elle a ouvert la bouche, mais n'a pas pu sortir un mot. Son visage, autrefois rouge de colère, est devenu d'une pâleur cadavérique. L'avocat qui l'accompagnait ruisselait de sueur. Il a rangé précipitamment ses papiers dans sa mallette. Je vous présente mes excuses, madame. J'ai été engagé uniquement pour transmettre cette mise en demeure. Je n'étais absolument pas au courant de ces subtilités juridiques concernant monsieur Laurent. Avec votre permission, je me retire immédiatement de ce dossier. Il s'est incliné, et a filé comme une flèche par la porte, laissant Sylvie plantée là, pétrifiée au milieu de mon bureau. J'ai regardé mon ex-belle-mère, et d'une voix froide et ferme, je lui ai dit, « Rentrez chez vous, et dites à votre fils de se préparer. À 10 heures précises. Je serai dans son bureau, dans le quartier de la gare Saint-Lazare, pour exercer mon droit de retrait du capital. L'arrogance de votre famille s'arrête ici. » À 10 heures tapantes, la voiture de fonction de mon entreprise s'est arrêtée devant l'immeuble de bureau, où siégeait l'entreprise de construction de Jean, dans une rue animée près de la gare Saint-Lazare. Je suis sortie de la voiture, escortée par Charles, mon avocat, et par 2 huissiers de justice mandatés par l'État. Ce jour-là, je n'étais plus la femme docile, qui se tenait dans l'ombre de son mari. J'étais venue ici, en tant que véritable patronne de cette affaire. Dès que j'ai franchi les portes automatiques en verre, l'atmosphère bruyante du bureau s'est instantanément tue. Des dizaines de paires d'yeux d'employés se sont tournés vers moi. Ils me connaissaient tous comme la femme du directeur, mais mon allure déterminée, et mon escorte d'hommes en costume noir, ont fait comprendre à tout le monde que quelque chose de grave se préparait. Hélène, la chef comptable de l'entreprise, et complice dévouée de Jean dans ses magouilles comptables, est sortie en courant du service financier, et m'a barré la route. Elle a forcé un sourire crispé sur son visage. « Oh, madame, vous nous rendez visite ? Le directeur, Jean, est actuellement en pleine réunion importante avec des clients, il a demandé à ne pas être dérangé. Allez patienter dans la salle d'attente, je vais vous préparer un thé. » J'ai écarté sa main, et ma voix autoritaire a résonné dans tout le hall. « Hélène, vous travaillez ici depuis 5 ans, et vous savez parfaitement qui paie réellement votre salaire. Je ne suis pas venue pour boire du thé. » À cet instant, 2 agents de sécurité sont accourus de l'extérieur, avec l'intention de m'arrêter. Charles a immédiatement brandi sa carte professionnelle et son mandat. « Nous représentons les intérêts de l'actionnaire détenant 70% du capital social. Et nous sommes ici pour exercer nos fonctions officielles. Quiconque entravera l'exercice de nos droits légaux, sera consigné au procès-verbal, et devra en répondre devant la loi. » Les agents de sécurité se sont figés, et ont reculé. Hélène a blêmi, et n'a plus osé prononcer un mot. J'ai avancé fièrement dans le couloir, me dirigeant tout droit vers la grande salle de conférence au fond. Sans frapper, j'ai poussé violemment la lourde porte en chêne, et je suis entrée. À l'intérieur, Jean était assis en bout de table, face à plusieurs soi-disant partenaires.
En voyant mon apparition soudaine avec l'équipe juridique, Jean a bondi de sa chaise, et a frappé violemment du poing sur la table. « Qu'est-ce que tu fabriques ici ? C'est mon lieu de travail, mon entreprise. Qui t'a permis d'amener des étrangers ici, et de perturber ma réunion ?» D'un geste de la main, j'ai indiqué à Charles et aux huissiers de s'asseoir sur les chaises libres. Ensuite, j'ai regardé Jean droit dans les yeux, et j'ai répondu lentement, « Ton entreprise ? Tu as oublié, qui a payé le loyer de ce bureau, qui a acheté chaque ordinateur, et qui a payé le salaire de chaque ouvrier sur tes chantiers ? Je suis venu ici, pour annoncer officiellement le retrait de la totalité de mes 40 millions d'euros de capital d'investissement, conformément au pacte d'actionnaires. Ta réunion est maintenant terminée. Mon irruption fracassante dans la salle de conférence a rapidement attiré l'attention de tous les employés de l'entreprise. Ingénieurs, employés de bureau, architectes. Tous se pressaient devant la paroi en verre, observant la scène avec curiosité. Voyant cela, l'ego masculin de Jean a pris le dessus. Les veines de son cou ont gonflé, et il s'est mis à hurler, tentant de sauver la face devant ses partenaires et ses subordonnés. « Tania, ne dépasse pas les bornes. Les querelles de famille se règlent à la maison. Tu as décidé de monter un cirque pour amuser la galerie ? Mes 40 millions sont actuellement investis dans des contrats de fourniture de matériaux. Où veux-tu que je trouve les liquidités, pour te les rendre dans l'immédiat ? Tu veux tuer cette entreprise, et priver de leur gagne-pain plusieurs dizaines de personnes ? » En disant cela, Jean a montré du doigt la paroi vitrée, essayant d'utiliser la pression des employés, pour m'obliger à reculer. Il voulait se faire passer pour un patron attentionné, protégeant ses hommes de la cruauté d'une femme avide. Mais il avait mal calculé son coup. Je me suis tourné vers la porte grande ouverte, et d'une voix forte, pour que tous ceux qui se trouvaient dans le couloir entendent chaque mot, j'ai déclaré. « Chers employés, je vous prie d'entrer tous ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai visage de l'homme, que vous appelez votre directeur. » Les employés, après un instant d'hésitation, ont afflué dans la salle de conférence. J'ai sorti une clé USB de mon sac, et je l'ai branchée sur l'ordinateur portable, relié au grand écran de projection sur le mur. En quelques clics, un relevé détaillé des mouvements de trésorerie est apparu sur l'écran, bien visible par des dizaines de personnes. J'ai pris le pointeur laser, et j'ai désigné les chiffres surlignés en rouge. Regardez attentivement. Ces 3 derniers mois, l'entreprise a constamment retardé le paiement de vos salaires, sous prétexte que les clients ne payaient pas. Et que nous traversions des difficultés financières. Nos ingénieurs, qui travaillent sous un soleil de plomb ou dans un froid glacial, n'ont pas pu envoyer le moindre centime à leur famille. Mais quelle est la vérité ? La vérité, c'est que l'argent était bel et bien là. J'ai passé à la diapositive suivante. Un acte de vente immobilier et un ordre de virement bancaire sont apparus à l'écran. La vérité, c'est que votre cher directeur, Jean Laurent, a signé un ordre de virement de 6 millions d'euros, puisé dans le fonds de réserve de l'entreprise, vers son compte bancaire personnel, pour s'acheter un luxueux appartement. Dans le 16e arrondissement, et le mettre au nom de sa mère. L'argent gagné à la sueur de votre front, mon capital d'investissement. Il a utilisé tout cela pour se forger une image reluisante, et satisfaire sa propre vanité. Une rumeur d'indignation s'est élevée dans la salle, les murmures se transformant en exclamations de colère. David, un chef de chantier, le visage buriné par le soleil et le vent, a pointé Jean du doigt, fou de rage. C'était donc ça. Ma femme vient d'accoucher, elle était à l'hôpital. Je vous ai supplié de me donner une avance de 2000 euros sur mon ancien salaire. Et vous me répondiez qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Vous n'avez pas honte de vivre comme ça ? Pris de panique, Jean a reculé, la sueur ruisselant sur son visage. Il a cherché du secours du regard du côté d'Hélène, la comptable, mais celle-ci avait déjà baissé la tête. Ses mains tremblaient, serrant un dossier contre elle. La colère de la foule a définitivement balayé les derniers restes de sa fausse autorité. Je me suis approché de la table, et j'ai regardé Hélène droit dans les yeux. « Hélène, voulez-vous être tenue pénalement responsable avec votre directeur ? Ou allez-vous fournir volontairement toute la comptabilité réelle, pour que nous puissions faire les vérifications, et procéder au retrait de mon capital ?» Sous le poids de la loi,
et face à l'indignation extrême de tout le personnel, la faible défense de Jean s'est effondrée. Hélène, la chef comptable, terrifiée à l'idée d'être condamnée avec le directeur, a docilement étalé sur la table l'intégralité du système comptable réel, tous les documents de paiement authentiques et le cachet officiel de l'entreprise. Sous le contrôle strict des deux huissiers, l'avocat Charles a commencé à travailler avec rapidité et précision. Chaque ligne d'investissement, chaque contrat d'apport, a été passé au peigne fin. Nous avons dressé un procès-verbal pour bloquer temporairement tous les comptes bancaires, ne laissant que la somme nécessaire pour le paiement des salaires de base des employés. Toutes les procédures légales, pour le retrait de mes 40 millions d'euros de capital initial, ainsi que de mes bénéfices légaux proportionnels à mes parts, ont été signées et scellées sur place. Jean était assis, voûté sur sa chaise en cuir. Ses yeux injectés de sang fixaient la pile de papier, qui le dépouillait peu à peu de tout son pouvoir, et de tout son argent. Lorsque toutes les formalités ont été accomplies, et que le représentant de la banque a confirmé que l'ordre de virement était en cours de traitement, j'ai poussé un soupir de soulagement. Le poids, qui oppressait mon âme depuis toutes ces années, venait enfin d'être levé. J'ai soigneusement rangé les documents dans mon porte-documents, puis je me suis levé, et je me suis tourné vers les dizaines d'employés, qui se tenaient silencieux dans la pièce. Ils me regardaient avec un mélange de respect et d'inquiétude pour leur avenir. L'entreprise était au bord de la faillite, ce qui signifiait qu'ils allaient se retrouver sans travail. J'ai souri, et ma voix s'est faite plus douce et chaleureuse. Chers collègues, je sais que vous êtes tous ici des personnes compétentes, travailleuses et dévouées à votre métier. Si l'entreprise se retrouve dans une telle situation, c'est entièrement de la faute d'une direction faible et cupide, et non de la vôtre. J'ai ouvert mon sac à main, j'ai sorti une liasse de cartes de visite avec des lettres dorées en relief, et je me suis approché personnellement, pour en remettre une à chacun. Voici la carte de ma propre société commerciale. Le mois prochain, je prévois de m'agrandir, et d'ouvrir un département dédié aux investissements immobiliers. Ceux qui ont confiance en leurs capacités, et qui souhaitent trouver un emploi dans une entreprise transparente, offrant un salaire décent, n'hésitez pas à me contacter. Je promets de vous trouver des postes adaptés, et de vous verser l'intégralité des salaires que j'en vous dois. Le poisson ne peut vivre que dans une eau propre. Mes mots ont agi comme un rayon de lumière dans une pièce sombre. David, le chef de chantier, a pris la carte à deux mains, les yeux rougis. Merci, madame. Nous vous suivrons, sans aucun doute. J'ai hoché la tête pour prendre congé de tout le monde, et j'ai quitté cette salle de conférence étouffante, laissant derrière moi un homme désespéré et brisé. Je marchais dans le couloir inondé de lumière, ouvrant fièrement une nouvelle voie pour moi-même, et pour ces personnes talentueuses, qui avaient été exploitées pendant si longtemps. 3 jours après ce retrait historique de capital, j'ai reçu une notification de ma banque, m'informant que les 40 millions d'euros avaient bien été crédités sur mon compte personnel. J'ai commencé à restructurer mes flux de trésorerie, en vue de l'ouverture de ma nouvelle société d'investissement. Ma vie reprenait progressivement un cours paisible. Fini les nuits blanches, à cause des dettes de gens qui me tombaient dessus par surprise. Mais, comme on dit, un malheur n'arrive jamais seul. Le vendredi soir, l'oncle Nicolas, l'aîné de la famille de mon mari, m'a téléphoné. Au bout du fil, sa voix était grave et moralisatrice, comme celle d'un vieux mentor. Il m'a annoncé que ce soir-là, la famille organisait un petit dîner intime dans un restaurant chic de l'avenue des Champs-Élysées, et qu'il m'y invitait. Il a ajouté que la famille avait pris conscience de ses erreurs. Sylvie et Jean souhaitaient me présenter des excuses officielles en présence des aînés, et espéraient sauver notre relation conjugale. Bien que je sache pertinemment qu'il ne s'agissait que d'une mise en scène maladroite, d'un piège émotionnel tendu pour récupérer leur source de financement perdue, j'ai tout de même décidé de m'habiller élégamment, de mettre ma plus belle robe en soie vert émeraude, et de me rendre à ce dîner. J'étais curieuse de voir quelle comédie ils allaient me jouer cette fois-ci. Et plus important encore, il me fallait dissiper définitivement leurs illusions. Lorsque je suis entrée dans le salon VIP du restaurant, la table était déjà richement dressée. Tous les visages familiers, présents ce jour-là dans le vieil appartement du Marais, étaient réunis, l'oncle Nicolas, tante Odile, bien sûr, Sylvie et Jean.
L'atmosphère était radicalement différente de celle d'il y a quelques jours. En me voyant, Sylvie s'est empressée de se lever et de tirer ma chaise. Ses lèvres affichaient un sourire flatteur, incroyablement faux. Notre petite Tania est là. Assieds-toi, ma fille. Aujourd'hui, il n'y a que ce que tu aimes. Laisse-moi te servir un morceau de saumon. Sylvie s'agitait pour remplir mon assiette, tout en jetant des coups d'œil furtifs à Jean, lui faisant des signes. Aujourd'hui, Jean portait une chemise blanche. Son visage était visiblement creusé. Il s'est versé un verre de vin, l'a levé à deux mains devant moi, et a pris la parole avec une voix pleine de repentir. « Tania, je sais que j'ai eu tort. Ces derniers jours, l'entreprise est au bord de l'effondrement. J'ai passé des nuits blanches. Et j'ai compris que sans toi, je ne suis rien. Pardonne à maman. Pardonne-moi cette fois-ci, je t'en supplie. Retirons cette demande de divorce. Remets l'argent dans l'entreprise, et je te promets de te céder toute la direction. » L'oncle Nicolas a toussé, et avec un air important, il a ajouté, « On ne frappe pas un homme à terre, ma nièce. Les époux doivent savoir faire des concessions l'un envers l'autre. Pour une femme, porter le fardeau du divorce rend la vie difficile. Écoute ton oncle, signe cet engagement à ne pas retirer le capital, et ensuite, nous rentrerons à la maison nous recueillir, tu demanderas pardon à nos ancêtres, et tout rentrera dans l'ordre. » À peine l'oncle Nicolas avait-il terminé sa phrase, que tante Odile a poussé vers moi une feuille imprimée à l'ordinateur. Encore un document pour me forcer la main, mais cette fois-ci, dissimulé sous l'emballage des sentiments familiaux, et d'une fausse magnanimité. J'ai balayé la table du regard, observant ces visages qui tentaient de me manipuler, en utilisant les valeurs familiales et la pression des anciens. Ils ne s'excusaient pas pour le mal qu'ils m'avaient fait. Ils s'excusaient auprès de mon portefeuille. Je n'ai pas touché au vin, et je n'ai même pas accordé un regard à la feuille posée sur la table. J'ai pris une serviette, j'ai essuyé élégamment le coin de mes lèvres, et mon regard s'est fait de glace. Oncle, tante, maman, avez-vous terminé votre spectacle? Si vous ne m'avez invité ici, que pour me faire écouter ces absurdités, alors avec votre permission, je vais m'en aller. C'est dommage, ce dîner a l'air délicieux, mais je n'arrive pas à avaler cet amour factice. J'ai pris mon sac à main, et j'ai souri froidement. Vous pensez que ces 40 millions sont la seule bouée de sauvetage pour Jean? Désolé, mais vous vous trompez. La véritable bombe, qui détruira définitivement cette entreprise pourrie, je ne la ferai exploser que demain. L'atmosphère dans le salon VIP du restaurant chic des Champs-Élysées s'est instantanément figée, suite à ma déclaration. Les faux sourires sur les lèvres de Sylvie, l'air important de l'oncle Nicolas, et l'agitation de tante Odile se sont pétrifiés d'un coup. La table somptueuse, couverte de mets délicats, paraissait maintenant déplacée et froide. Jean m'a foudroyé du regard. Sa main, qui tenait le verre de vin rouge, s'est mise à trembler légèrement, et quelques gouttes sont tombées sur la nappe d'un blanc immaculé, s'étalant comme des taches de sang. Jean a serré les dents, tentant de préserver ce qu'il lui restait de sang-froid. « Tania, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as l'intention de détruire mon entreprise jusqu'au bout? Tu as déjà retiré 40 millions, paralysant l'entreprise ces derniers jours. Qu'est-ce que tu mijotes encore? » Imperturbable, j'ai ouvert mon sac en cuir de crocodile, et j'en ai lentement sorti un dossier à couverture rigide, portant le logo de la corporation, Megabati Invest. C'était l'un des plus grands promoteurs immobiliers de France, un partenaire qui représentait jusqu'à 60% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de Jean. Plus important encore, le président de Megabati Invest était un ancien frère d'armes de mon père, avec qui il avait traversé bien des épreuves. À l'époque, c'était justement mon père, qui avait personnellement emmené Jean chez lui, et, s'inclinant devant lui, lui avait demandé de confier à Jean ses premiers gros chantiers, ce qui avait servi de tremplin au développement de son entreprise. J'ai claqué le dossier sur le plateau tournant en verre, et je l'ai fait pivoter, de manière à ce que la première page soit face à Jean. Lis par toi-même. C'est un avis de résiliation de contrat, pour la construction d'un complexe résidentiel dans l'ouest parisien. Avec la signature personnelle du président du conseil d'administration de Megabati Invest, et le tampon officiel. La décision a pris effet aujourd'hui, à 8 heures du matin.
Jean s'est précipité en avant, et a arraché le papier. Ses yeux ont parcouru rapidement les lignes, et son visage est devenu blanc comme un linge. Sylvie, assise à côté, a également tendu le cou pour regarder. Même si elle ne comprenait rien au jargon économique, la réaction de panique de son fils lui a vaguement fait deviner qu'une catastrophe venait de s'abattre sur leur tête. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. Ma voix a résonné, nette et distincte dans le silence de la pièce. Le motif de la résiliation est extrêmement clair. Premièrement, Megabati Invest a envoyé une commission d'inspection sur le chantier et a découvert que ton entreprise utilise des armatures et du ciment qui ne sont pas conformes aux normes, ni à tes engagements initiaux. Et deuxièmement, les rapports financiers de ton entreprise sont tout sauf transparents. Il y a des arriérés de salaire envers les ouvriers et de sérieux soupçons de fraude fiscale, ce qui nuit gravement à la réputation du promoteur. J'ai fait une pause, et j'ai balayé du regard les membres de la famille, pétrifiés sur leurs chaises, mon oncle, ma tante, écoutez bien attentivement. Ce fameux titre d'homme d'affaires à succès, dont vous étiez si fier en parlant de votre neveu, n'est en réalité qu'une coquille vide. Bâti sur l'argent et le réseau de ma famille. Il a pris l'habitude qu'on lui serve tout sur un plateau d'argent, de gérer ses affaires comme un voyou, de voler sur les matériaux de construction, pour s'en mettre plein les poches. Aujourd'hui, on ne peut plus cacher la vérité. Ma famille a officiellement notifié la rupture de toute relation commerciale et a retiré toute garantie de confiance à l'égard de l'entreprise de Jean. L'oncle Nicolas a reposé sa fourchette sur la table et a poussé un lourd soupir. Il s'est tourné vers Jean, avec une expression de profonde déception. « Jean, si tu gères tes affaires de manière aussi irresponsable, qui va t'aider maintenant ? Considère que tout ce que tu as construit pendant des années vient de partir en fumée. » Tante Odile et les autres proches ont immédiatement changé de ton. C'étaient des gens pragmatiques. En voyant que Jean était ruiné, et qu'il avait perdu un contrat aussi majeur, ils ont tout de suite compris que le filon d'or, dans lequel il puisait si souvent, c'était Harry. Tante Odile a fait claquer sa langue. Sa voix est devenue sarcastique, dire qu'il avait l'air si respectable. Finalement, ce n'est qu'un directeur en carton. Combien de l'argent de Tatiana est passé là-dedans, pour couvrir ses folies? Bon, c'est le problème de Sylvie, qu'elle se débrouille toute seule. Je ne m'en mêle plus. La trahison cruelle de leurs propres proches a définitivement achevé de briser Sylvie et Jean. La famille de mon mari venait de montrer son vrai visage. Ils étaient comme des girouettes, tournant au gré du vent. Je n'avais aucune envie de rester une seconde de plus dans cet endroit, empestant l'hypocrisie. J'ai repoussé ma chaise, je me suis levée, et j'ai jeté un dernier regard rempli de pitié à Jean. Vous pouvez finir ce dîner tranquillement. J'ai déjà réglé l'addition. Considérez cela comme un dîner d'adieu que j'offre à la famille Laurent. Jean, va donc régler tes dettes et tes pénalités pour rupture de contrat. La loi ne pardonne pas à ceux qui font des affaires de manière malhonnête. Je me suis retournée, et je me suis dirigée d'un pas ferme, vers la sortie du salon VIP. Dans mon dos, une violente dispute éclatait déjà, mêlée au fracas de la vaisselle brisée, et aux jérémiades de Sylvie. Je suis sortie dans le hall du restaurant, respirant profondément l'air frais et nocturne, des rues de Paris. Mon âme était incroyablement légère. Une semaine s'était écoulée depuis ce dîner d'adieu. L'entreprise de Jean avait officiellement plongé dans une crise profonde. Les petits partenaires, ayant eu vent du départ de Megabati Invest, ont commencé, l'un après l'autre, à réclamer le remboursement de leurs dettes. Jean était traîné devant les tribunaux, assiégé par les créanciers, et n'avait ni le temps, ni l'énergie de venir me déranger. J'ai profité de ce répit pour accélérer la préparation des bureaux de ma nouvelle société d'investissement sur le boulevard Haussmann. Le mercredi matin, alors que je passais en revue le projet d'aménagement intérieur, mon téléphone portable a sonné. L'écran affichait le nom de ma belle-mère. J'ai froncé les sourcils, prête à rejeter l'appel, mais, après réflexion, j'ai décidé de répondre pour voir quel autre tour elle me réservait. À peine avais-je porté le téléphone à mon oreille, que j'ai entendu la respiration lourde, étouffée, et la toux théâtrale de Sylvie. Tania, c'est moi, maman.
Je suis alitée, je n'ai pas pu me lever depuis des jours. Et Jean, avec tous les problèmes de l'entreprise, ne peut même pas venir me voir. Je sais, j'ai beaucoup de tort envers toi. Pourrais-tu, en souvenir de nos liens passés, passer me voir une minute à l'appartement du 16e arrondissement? Je dois te remettre quelque chose de très important. Je savais pertinemment que c'était une mise en scène. Une femme aussi malveillante et cupide que Sylvie n'aurait jamais reconnu ses torts aussi facilement. Cependant, l'appartement du 16e arrondissement était justement le bien que Jean avait acheté, avec les 6 millions d'euros volés à l'entreprise. Et cela constituait une preuve majeure pour la plainte en justice que je préparais. J'ai décidé de rentrer dans son jeu et de me rendre dans la gueule du loup pour voir quel piège elle m'avait tendu. Je suis arrivé dans le luxueux complexe résidentiel, j'ai laissé ma voiture au parking souterrain et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 20e étage. Le couloir était recouvert d'une épaisse moquette rouge. Dans l'air flottait un parfum d'ambiance hors de prix, à l'opposé total de l'entrée humide du vieil immeuble du Marais. C'était bien là, la vie de luxe que ma belle-mère s'était offerte, avec mon argent. J'ai sonné à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Sylvie est apparue, vêtue d'une robe de chambre en soie de couleur moutarde, un foulard sur la tête. S'appuyant contre le mur, elle simulait une extrême faiblesse. Elle a forcé un semblant de sourire bienveillant, et m'a laissé entrer dans l'appartement. Ma petite Tania, tu es là. Entre. Je t'ai préparé ton thé au jasmin préféré. Je suis entrée dans le salon, et j'ai jeté un coup d'œil autour de moi. L'appartement était aménagé avec chic, doté de meubles en noyer précieux, et d'un immense canapé en cuir véritable. Je me suis assise dans un fauteuil séparé, en gardant une distance de sécurité. Elle m'a versé une tasse de thé, s'est assise sur le canapé en face, et a commencé à tamponner, avec un mouchoir, les coins secs de ses yeux. Sylvie s'est mise à jouer le rôle de la mère malheureuse. Tania, ce n'est qu'en me retrouvant sur mon lit de mort, que j'ai compris beaucoup de choses. Mon Jean est un imbécile. Il n'a pas su apprécier une aussi bonne épouse que toi. Je suis vieille, maintenant. Je n'ai plus besoin de cet appartement. Je veux le mettre à ton nom, pour essayer de racheter ma faute, pour ta jeunesse gâchée. Je suis restée silencieuse, prenant une gorgée de thé sans saveur, et observant avec acuité les expressions de son visage. Constatant que je ne réagissais pas, Sylvie a changé de tactique. Sa voix a pris des intonations doucereuses et insinuantes. Mais dis-moi honnêtement, Tania, es-tu en colère contre Jean, contre moi? Tu peux nous insulter, nous frapper, faire ce que tu veux, mais pourquoi as-tu agi si cruellement envers l'entreprise? Tu as déballé toute la comptabilité devant les employés. Tu as demandé à ton père de faire pression sur le promoteur pour qu'il rompe le contrat avec Jean. Tu as fait ça, dans le but intentionnel de mettre l'entreprise en faillite et de te venger de lui, n'est-ce pas? Tu détestes notre famille, et c'est pour ça que tu as échafaudé un plan aussi cruel pour détruire la société, avoue-le. Elle parlait avec une voix anormalement forte. Chaque mot était un piège, pour me faire avouer des intentions malveillantes. Détruire des biens communs, voilà l'argument idéal pour leur avocat, afin de renverser la situation au tribunal. Ses yeux lorgnaient furtivement, vers l'interstice entre les coussins du canapé. Un sourire glacial a effleuré mes lèvres. C'était un piège beaucoup trop maladroit. J'ai lentement reposé ma tasse sur la table, provoquant un bruit sec. Au lieu de répondre à sa question provocatrice, je me suis levée, et je me suis approchée posément du canapé où elle était assise. Sylvie a tressailli et s'est recroquevillée, une lueur de confusion traversant son regard. Vous me demandez, maman, si j'ai intentionnellement détruit l'entreprise par vengeance? J'ai ricané, et j'ai glissé ma main directement dans l'interstice entre les coussins du canapé, l'endroit même où elle regardait fixement un instant plus tôt. Mes doigts ont rencontré un petit objet métallique et dur. Je l'ai tiré à la lumière. C'était un dictaphone numérique dernier cri. Une petite lumière rouge clignotait encore, indiquant que l'enregistrement était en cours. Le visage de Sylvie a instantanément changé. De pâle à cause de sa maladie feinte, il est devenu vert de peur. Elle s'est jetée en avant pour m'arracher le dictaphone, mais j'ai rapidement fait un pas en arrière,
brandissant la preuve en l'air. Vous êtes une bien mauvaise actrice, maman. Vous pensiez vraiment qu'avec cette petite scène pathétique, vous alliez m'obliger à dire quelque chose de compromettant, pour l'utiliser ensuite au tribunal? Je ne suis pas assez stupide pour avouer une destruction de biens. C'est Jean qui a étranglé son entreprise de ses propres mains, à cause de ses mensonges et de son incompétence. Je n'ai fait que reprendre légalement ce qui m'appartient. J'ai appuyé sur le bouton « Stop » et j'ai jeté le dictaphone dans mon sac à main. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert un fichier image, et je l'ai montré à Sylvie. Puisque vous aimez tant rassembler des preuves, moi aussi j'ai un cadeau pour vous. Regardez attentivement ces relevés. D'une main tremblante, Sylvie a pris le téléphone. Ses yeux se sont écarquillés, en voyant les colonnes de chiffres sur l'écran. Il s'agissait d'un relevé détaillé de son propre compte bancaire personnel. J'avais demandé à un de mes amis banquiers de le vérifier, sur la base des documents internes que m'avait remis la comptable Hélène. J'ai sifflé entre mes dents, dévoilant son crime. Vous me reprochiez constamment de vivre à vos crochets, mais en réalité, c'est vous qui avez sucé l'argent de l'entreprise comme une sangsue, au cours des 3 dernières années. Outre les 6 millions que Jean a dépensés pour cet appartement, vous avez, en complicité avec la comptable Hélène, créé de fausses notes de frais de représentation, et viré chaque mois 25 000 € sur votre compte personnel. Vous appeliez ça une caisse noire, au cas où. Au total, cela représente plus de 800 000 €. Vous savez que créer une caisse noire avec les fonds d'une entreprise, et falsifier des documents pour détourner de l'argent, est un crime puni par la loi. Vous vous êtes livré, avec votre fils, à un détournement d'actifs et à de la fraude fiscale. Il me suffit de transmettre ces preuves, accompagnées du dictaphone confirmant vos intentions malveillantes, à la brigade financière. Pensez-vous vraiment que vous échapperez à la prison? Les jambes de Sylvie se sont dérobées sous elle, et elle s'est effondrée sur le sol, se cachant le visage dans les mains et éclatant en sanglots. Ce n'étaient plus des larmes de crocodile, mais la terreur authentique d'un criminel pris au piège. Elle a rampé vers moi, m'a attrapé par la jambe, a levé son visage baigné de larmes et m'a supplié, « Tania, je t'en supplie, pardonne-moi, je suis vieille, je ne survivrai pas à la prison. Cet argent dort sur un compte épargne. Je n'ai pas touché un centime. Je vais tout rendre. Je vais mettre cet appartement à ton nom dès demain. Aie pitié de moi. » C'est tante Odile qui m'a conseillé d'enregistrer la conversation. Pardonne-moi, ma fille. J'ai dégagé ma jambe de son emprise, et j'ai épousseté mon pantalon avec dégoût, votre cupidité vous a aveuglé. Vos excuses n'ont plus aucune valeur maintenant. Gardez cet appartement, et votre caisse noire, pour payer des avocats pour vous et votre fils. Je me suis retournée, et je me suis dirigée vers la porte, sans accorder un regard à la femme en larmes sur le sol. Le piège, qu'elle avait si soigneusement préparé, a fini par devenir la corde à son propre cou, et à celui de son fils. Je réglerai tous mes comptes avec cette famille par la voie légale, sans aucune pitié. Le vendredi matin, je me trouvais au siège d'une grande banque commerciale, rue de la Paix. Aujourd'hui, je devais effectuer ma dernière transaction, transférer les 40 millions d'euros de capital initial, ainsi que les 8 millions de bénéfices légaux, depuis le compte temporairement bloqué, vers le compte de ma nouvelle société d'investissement tout juste créée. Dans l'espace réservé aux clients VIP, l'ambiance était calme et respectable. J'étais assise dans un fauteuil moelleux, sirotant un verre d'eau. Face à moi, l'employé de la banque vérifiait rapidement tous les documents juridiques, les procès-verbaux notariés concernant le retrait de mon capital, et les ordres de virement. Tout se passait sans accroc, jusqu'à ce que la porte vitrée du salon VIP s'ouvre à la volée. Jean a fait irruption dans la pièce. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux injectés de sang après des nuits blanches à combattre ses créanciers. Derrière lui, marchait un nouvel avocat, qui semblait bien plus expérimenté et rusé que le précédent. Jean a balayé la pièce du regard, en me voyant au guichet, s'est précipité en avant, comme un animal blessé. Arrêtez immédiatement ce virement. Je suis le directeur de l'entreprise de construction Bâti Progrès, et le mari de cette femme. J'exige que la banque gèle cette transaction sur le champ. Ces 48 millions d'euros sont des biens communs,
acquis pendant le mariage, et font l'objet d'un litige. Vous n'avez pas le droit de la laisser les prendre. Jean a frappé violemment le comptoir de son poing, hurlant si fort que l'employé de banque et un autre client ont sursauté de surprise. La jeune femme s'est hâtée de se lever, tout en conservant son professionnalisme, a expliqué d'une voix douce : « Je vous demande pardon, monsieur, mais madame est l'unique titulaire de ce compte. L'ensemble des documents qu'elle nous a fournis est parfaitement conforme aux exigences, y compris la décision notariée autorisant le retrait du capital de votre entreprise. Notre banque agit dans le strict respect de la loi, et ne peut geler un compte arbitrairement sans une ordonnance des autorités compétentes. » Jean a pointé son doigt au visage de l'employé. Son ton était agressif : « Vous ignorez la loi ou quoi ? Tant qu'il n'y a pas de décision de justice prononçant le divorce, tous les biens sont considérés comme communs. » Elle a falsifié des documents, avec la complicité du comptable, pour sortir cet argent de mon entreprise. Mon avocat a déjà préparé une requête pour obtenir une mesure conservatoire. L'avocat qui accompagnait Jean s'est empressé de sortir une requête, frappé du sceau de son cabinet juridique, et l'a tendue à l'employé de la banque, essayant de faire pression sur elle. Je suis restée assise calmement, ne montrant pas la moindre trace d'inquiétude. Je me suis tournée, et j'ai regardé Jean droit dans les yeux. « Jean, en arriver à faire des scandales de marché en public. Ouvre les yeux, et regarde ces documents. » D'un geste, j'ai demandé à l'employé de la banque de sortir les 3 documents les plus importants de mon dossier, et de les étaler sur le comptoir. Premièrement, voici notre contrat de mariage, qui stipule clairement que ces 40 millions d'euros constituent mes biens propres, acquis avant le mariage. Deuxièmement, voici le procès-verbal de l'Assemblée générale de ton entreprise, portant ta propre signature manuscrite, et le cachet officiel, par lequel tu acceptes le retrait de l'intégralité de mes parts et des bénéfices correspondants. Et troisièmement, le plus important, voici la notification d'ouverture de la procédure de mon action en divorce, délivrée par le tribunal, qui acte précisément la séparation de mes biens personnels, insusceptibles d'être partagés avec toi. Je me suis levée, je me suis approchée de Jean de très près, et ma voix s'est durcie, l'étouffant sous la pression. « Tu dis que ces 48 millions sont des biens communs ? As-tu investi ne serait-ce qu'un centime dans ce capital ? Tu as utilisé mon argent pour te goinfrer ? Acheter un appartement à ta mère, et mener la grande vie. Et maintenant que ton entreprise croule sous les dettes, tu veux voler le dernier argent de ma famille, pour régler tes propres comptes ? Tu ne te comportes même pas comme un homme. » Les clients et les agents de sécurité de la banque commençaient à s'attrouper, en chuchotant. Leurs regards, emplis de mépris, convergeait vers Jean. Jean est resté figé, et a reculé d'un pas. Son visage brûlait de honte et de colère, mais il ne trouvait aucun argument pour contrer mes preuves juridiques en béton armé. Le vacarme dans la zone VIP a attiré l'attention du directeur de l'agence. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume élégant, est sorti de son bureau, escorté par 2 grands agents de sécurité. Il a demandé à tout le monde de garder son calme, et s'est approché pour comprendre la situation. L'employé lui a brièvement résumé les faits, et lui a remis les documents des 2 parties. Le directeur a parcouru des yeux la requête de l'avocat de Jean, puis l'a comparée avec ma liasse de documents certifiés par notaire. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour rendre son verdict. Le directeur a posé les papiers sur le comptoir, et, avec un air solennel, s'est adressé à Jean et à son avocat. « Cher monsieur Laurent, votre demande revêt un caractère unilatéral, et n'a pas la valeur juridique d'une ordonnance du tribunal, enjoignant des mesures conservatoires. À l'inverse, les documents présentés par madame sont en parfaite conformité avec la loi. Et ont été authentifiés par un notaire d'État. Notre établissement n'a aucun fondement légal pour refuser, ou même différer, sa demande de transfert de fonds. Je vous prie de ne pas entraver le travail de nos collaborateurs. Dans le cas contraire, je me verrai contraint de faire appel à la police. » L'avocat de Jean a acquiescé, et a repris sa demande devenue inutile. Il a chuchoté quelque chose à l'oreille de Jean, lui conseillant très probablement de mettre fin à cette lutte vaine. Jean s'est agrippé au bord du comptoir. Ses yeux vides fixaient l'écran de l'ordinateur. J'ai regagné mon siège, et d'un signe de tête, j'ai invité l'employé à finaliser l'opération.
Le cliquetis du clavier s'est fait entendre, et après une pression décisive sur la touche « Entrée », l'ordre de virement a été exécuté. La petite imprimante posée à côté a bourdonné, délivrant un reçu vert pâle. L'employé y a apposé un tampon, et me l'a solennellement remis. « Madame, le transfert de vos 48 millions d'euros sur le compte de votre nouvelle société d'investissement a été effectué avec succès. Nous vous remercions d'utiliser les services de notre banque. » Le sourire aux lèvres, j'ai pris le reçu, vérifiant une dernière fois les lignes de chiffres parfaitement alignées. La totalité de mes 40 millions de capital initial, plus mes 8 millions de bénéfices légalement acquis au cours de ces années, avait atterri à bon port sur mon compte. L'opération financière la plus délicate, pour sauver mes actifs, venait de s'achever sur une victoire écrasante. J'ai soigneusement rangé le reçu dans mon sac, et l'ai refermé. Je me suis redressé, j'ai réajusté ma veste, et je suis passé devant Jean. À cet instant, il semblait ne plus avoir la force de se tenir debout. Il a glissé le long du comptoir, et s'est effondré sur le sol en marbre étincelant de la banque. L'ultime actif qu'il espérait accaparer, pour sauver son entreprise de la ruine, s'était volatilisé. J'ai baissé les yeux vers lui. Ma voix était froide, dépourvue de colère et de pitié. « Jean, le spectacle est terminé. À partir de maintenant, tu dois assumer seul les conséquences de tes actes. On se reverra au tribunal, pour l'audience de divorce et la réparation des dommages. » Sans attendre sa réponse, je me suis dirigé d'un pas assuré vers la sortie. Les portes automatiques se sont ouvertes, m'accueillant sous le soleil éclatant de ce midi parisien. J'avais laissé derrière moi un mariage sombre, et la famille perfide de mon mari. J'ai inspiré profondément, la tête haute, et je me suis dirigé vers ma voiture, prête à entamer un nouveau chapitre brillant, que j'allais écrire moi-même. Par une soirée d'automne grise, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Au bout du fil, j'ai reconnu la voix hésitante, mais familière de David, le chef de chantier de l'entreprise de Jean. Il m'a donné rendez-vous, dans un salon de thé discret, au cœur du quartier latin. J'ai tout de suite compris le but de cette rencontre. Quand le navire coule, les marins abandonnés doivent chercher leur salut par eux-mêmes. En entrant dans le salon de thé, j'ai vu David, accompagné de 3 autres personnes, attablées dans un coin. Il y avait Bernard, le responsable des achats, Marine des ressources humaines, et un jeune ingénieur du nom d'Alexis. Leurs visages, burinés par le travail sur les chantiers, étaient assombris par la fatigue et l'angoisse de personnes privées de moyens de subsistance. En me voyant, ils se sont tous les 4 levés. Leur attitude était respectueuse et retenue. Je me suis assise, et, d'un geste, je les ai invités à faire de même. David a pris la parole le premier. Sa voix était sourde et emplie de ressentiment. « Madame, depuis que vous avez retiré le capital, l'entreprise est totalement paralysée. Le directeur, Jean Laurent, a mis tous les ouvriers en congé sans solde, et il ne nous a pas payé nos salaires des 3 derniers mois. Quand on l'appelle, il bloque nos numéros, et il est introuvable chez lui. Ma femme, qui est au village, vient tout juste d'accoucher de notre 2e enfant. Je n'ai même pas d'argent pour acheter des couches. Je suis au fond du désespoir. » Bernard, le responsable des achats, a frappé du poing sur la table. Non seulement il ne nous a pas payés, mais il nous obligeait à signer de faux procès-verbaux de réception, pour des matériaux de mauvaise qualité, afin de tromper le promoteur. Nous sommes des bâtisseurs. Notre conscience nous interdit de construire des maisons avec des armatures volées. Nous sommes venus vous voir aujourd'hui, pour vous demander de nous aider à démasquer cet escroc, et à récupérer l'argent que nous avons honnêtement gagné. J'ai hoché la tête. J'avais promis de ne pas abandonner les gens honnêtes. Mais pour porter l'affaire devant la justice, nous avions besoin de preuves concrètes, et pas seulement de paroles. À ce moment-là, le jeune ingénieur, Alexis, a sorti une clé USB argentée de la poche de sa veste, et l'a posée sur la table. « Madame, sur cette clé, il y a le fruit de tout notre travail de ces derniers jours. Hélène, la chef comptable, craignant d'être accusée de complicité, nous a secrètement transmis une copie de toute la comptabilité interne. Vous y verrez que le directeur a fraudé le fisc pour plus de 8 millions d'euros, en créant une société écran pour émettre de fausses factures. » Alexis a poursuivi, le regard déterminé. «
vous y trouverez également des enregistrements audio. Je les ai réalisés en secret, lorsque le directeur m'ordonnait d'incorporer des matériaux de mauvaise qualité dans le béton. L'enregistrement le plus crucial est celui où il verse un pot de vin de 5 000 € à l'inspecteur du contrôle de qualité, pour qu'il ferme les yeux sur l'inspection des fondations. J'ai pris la clé USB, pesant dans ma main le poids de cette vérité. L'avidité de Jean n'avait aucune limite. Mais le dernier détail, révélé par Marine des ressources humaines, m'a inspiré un véritable dégoût. Marine a sorti la photocopie d'un contrat de location. « Madame, je crois que vous devez aussi savoir ceci. C'est un bail de location pour un petit appartement à Montreuil. Le locataire et le payeur est Jean Laurent, mais c'est Sophie, une stagiaire de notre service, qui y vit. » Chaque mois, l'entreprise rognait sur le budget des fournitures de bureau, mais le directeur allouait scrupuleusement de l'argent pour entretenir sa jeune maîtresse. J'ai tout vu. Mais je me suis tue pour garder mon emploi. Aujourd'hui, alors que tout s'est effondré, j'estime que vous avez le droit de connaître toute la vérité sur votre mari infidèle. En tenant ce contrat entre mes mains, mon cœur, bien que déjà endurci, n'a pu s'empêcher de tressaillir. Il s'avérait donc que dans mon dos, il ne s'était pas contenté de voler l'argent de la famille et de ruiner les affaires, il avait également bafoué ouvertement les fondements même de notre mariage. Ma colère s'est muée en une force invisible, m'incitant à porter le coup de grâce. J'ai rangé tous les documents et la clé USB dans mon sac, et j'ai regardé ces 4 personnes, qui avaient placé leur confiance en moi. Je vous remercie au nom de la loi et de la justice. Ces preuves constituent le coup fatal, qui mettra fin à tous les crimes de Jean Laurent. La semaine prochaine, ma société d'investissement ouvrira ses portes. Je vous offre officiellement, David, le poste de directeur de la gestion de projet. Vous, Bernard, serez le chef du service des achats. Vous, Marine, intégrerez le service des ressources humaines, et vous, Alexis, serez notre ingénieur en chef. Quant à vos arriérés de salaire, dès demain, je vous verserai une avance sur mes propres deniers, afin que vous puissiez subvenir aux besoins de vos familles. Nous allons tout recommencer à zéro ensemble, de manière honnête et transparente. En entendant ces mots, ils n'ont pu retenir leurs larmes de joie. Sur les joues burinées de David, les larmes coulaient à flots. Ils se sont levés et se sont inclinés profondément devant moi. Cette alliance n'était pas seulement un combat pour la justice, mais aussi le moyen idéal pour extirper à la racine cette mauvaise herbe toxique qu'était Jean Laurent. Le samedi matin, un grand forum d'affaires consacré aux investissements dans le bâtiment se tenait dans le somptueux palais des Congrès. Des centaines d'entrepreneurs, d'investisseurs et de journalistes s'y étaient rassemblés, en quête de nouvelles opportunités. Vêtu d'un élégant tailleur blanc, les cheveux relevés en un chignon strict, je suis entrée avec assurance dans la salle, en ma qualité de directrice d'une nouvelle société d'investissement. Ma place se trouvait au 2e rang, juste devant la scène. À 9h tapantes, le forum a débuté. Après quelques discours d'introduction, le présentateur a annoncé le début des présentations des entreprises, à la recherche d'investisseurs. Et le tout premier nom, qui a résonné depuis la scène, m'a arraché un sourire glacial. Veuillez accueillir sur scène Monsieur Jean Laurent, directeur de l'entreprise Bâti Progrès. Jean est monté sur scène avec une assurance incroyable, ne ressemblant en rien à l'homme pitoyable que j'avais vu à la banque. Il portait un costume hors de prix, les cheveux parfaitement gominés. En le regardant, personne n'aurait pu imaginer qu'il laissait derrière lui une entreprise vide et en faillite, noyée sous les dettes. Il jouait son dernier coup de poker, essayant, par son éloquence et de faux bilans, d'escroquer les investisseurs, de récolter des fonds, et de prendre la fuite. Sur l'écran géant derrière lui, défilaient des graphiques affichant une croissance vertigineuse des revenus, et des chiffres de bénéfices astronomiques. La voix de Jean se voulait convaincante. Chers investisseurs, notre entreprise, forte de 5 années d'expérience, est fière d'être un leader dans le domaine de la construction de qualité. Notre prochain projet est un programme de logements sociaux de haut standing. Nous recherchons une levée de fonds de 5 millions d'euros, avec une rentabilité garantie allant jusqu'à 25% par an. Des murmures ont parcouru la salle. Plusieurs grands investisseurs, assis au premier rang, ont manifesté un intérêt certain. L'un d'eux,
président d'un fonds d'investissement, a levé la main. Monsieur Laurent, votre projet est très prometteur. Si vous êtes en mesure de prouver que les flux financiers de votre entreprise sont d'une transparence absolue et que vous n'avez aucun arriéré de dette, notre fonds est prêt à investir 3 millions d'euros dès la semaine prochaine. En entendant le chiffre de 3 millions, les yeux de Jean se sont illuminés. Il s'est empressé de s'incliner. Cher Monsieur le Président, nos rapports financiers audités sont de la plus grande transparence. Nous n'avons aucune dette impayée, ni le moindre retard dans le versement des salaires. Notre entreprise s'appuie sur une solide réputation et un nom irréprochable. Un nom irréprochable. Entendre ces mots m'a presque donné la nausée. Il était temps de mettre fin à cette farce. Avant que le président du fonds n'ait eu le temps de signer un mémorandum de coopération, je me suis levé d'un bond. Le claquement de mes talons a résonné nettement dans le silence, tandis que je me dirigeais vers la régie technique, dans un coin de la scène. Mon mouvement a attiré l'attention de centaines de personnes. Jean, en me voyant, s'est pétrifié. Il a tenté de faire diversion. Je vous prie de tous regarder l'écran. Nous passons à la présentation de nos partenaires. Mais il était déjà trop tard. Je me suis approché du technicien son et image, et, avec une autorité à laquelle il était impossible de résister, j'ai posé la clé USB argentée sur la console, s'il vous plaît. Insérez cette clé dans l'ordinateur, et changez la source de l'image. Il y a une vérité, à propos du nom irréprochable de ce monsieur, que les centaines d'investisseurs ici présents doivent voir immédiatement. Le technicien a hésité une fraction de seconde, mais la curiosité et l'atmosphère électrique l'ont poussé à s'exécuter. La clé a été insérée. Quelques clics de souris, et l'image sur l'écran géant a changé. Les faux graphiques de rentabilité ont disparu, et à la place, un tableau Excel intitulé « Caisse noire ». Arriéré de salaire, s'est affiché sous les yeux de centaines d'invités. Les chiffres rouges démontraient de manière flagrante la dette de 3 mois de salaires impayés à l'ensemble des équipes de construction. La salle a explosé de stupéfaction. Le président du fonds, qui s'apprêtait à investir, a foudroyé son assistant du regard. Jean, debout sur la scène, semblait avoir été frappé par la foudre. Il a lâché sa télécommande, et s'est précipité vers la régie, en proie à la panique. « Tania, qu'est-ce que tu fais ? Éteins ça tout de suite. La sécurité, faites-la sortir. » Il hurlait, perdant tout contrôle. Mais les agents de sécurité l'ont rapidement maîtrisé. J'ai pris le microphone de secours et, me tournant vers la salle, j'ai déclaré d'une voix forte, couvrant le tumulte, « Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Je m'appelle Tatiana. Je suis l'ancienne actionnaire qui détenait 70% du capital de la société Bâti Progrès, et je suis également l'épouse, en instance de divorce, de son directeur, Jean Laurent. Ce que vous venez de voir n'est qu'une infime partie de la vérité. S'il vous plaît, regardez à nouveau l'écran. J'ai changé de fichier. Cette fois, ce sont des documents prouvant l'utilisation de matériaux non conformes et de fausses factures servant à éluder l'impôt à hauteur de plus de 8 millions d'euros, qui sont apparus. Immédiatement après, j'ai lancé l'enregistrement audio, et la voix distincte de Jean a résonné dans la salle, « Rajoute plus de sable dans ce lot de béton. Et apporte cette enveloppe de 5 000 euros directement à l'inspecteur. Dis-lui de signer le procès-verbal de réception. Personne ne va creuser les fondations pour vérifier. » Lorsque l'enregistrement a pris fin, toute la façade brillante et la supercherie de Jean s'étaient effondrées en poussière. Les investisseurs, qui l'applaudissaient à peine un instant plus tôt, se sont levés un à un pour quitter la salle. Les journalistes, flairant le scoop, mitraillaient sans arrêt le visage pitoyable de Jean avec leurs appareils photo. Jean était anéanti. Il est tombé à genoux sur la scène, se cachant la tête entre les mains. Sa carrière, bâtie sur mon argent et ses mensonges, venait d'être enterrée sous des centaines de regards méprisants. Je me suis avancé sur le devant de la scène, j'ai baissé les yeux vers cet homme vil, et j'ai prononcé dans le micro mes derniers mots, destinés aussi bien à lui, qu'à l'ensemble du monde des affaires. Monsieur Laurent, tous ces documents prouvant l'évasion fiscale, la corruption et la violation des normes de construction, ont déjà été transmis officiellement par mes soins.
À la brigade financière de la police. Vous pouvez cesser d'essayer d'escroquer les investisseurs. Gardez plutôt vos forces, pour vos futurs interrogatoires. J'ai reposé le micro, et je me suis éloigné avec fierté, tandis que la foule s'écartait sur mon passage. J'avais laissé derrière moi les ruines, que Jean avait lui-même créées, achevant avec brio de nettoyer ma vie, et le monde des affaires, de ces parasites toxiques. Un mois après l'incident choquant du Forum économique, j'ai franchi les portes du tribunal de grande instance de Paris, pour la première audience de mon affaire de divorce. L'atmosphère était austère et glaciale. J'étais assise sur le banc du demandeur, aux côtés de mon avocat, Charles. En face de moi, voûté, se tenait Jean. Il était tellement émacié et épuisé, qu'il en était méconnaissable. Son arrogance avait cédé la place, à la peur de la justice. Malgré la faillite de son entreprise, et le fait qu'il soit sous le coup d'une enquête pénale pour fraude fiscale et corruption, Jean s'accrochait encore à sa cupidité. Lorsque le juge a abordé la question du partage des biens, Jean s'est levé brusquement, et a déclaré avec effronterie, « Votre honneur, j'accepte le divorce, mais j'exige que Madame Tatiana me verse 3 millions d'euros. À titre de prestation compensatoire pour le préjudice moral, et les années perdues. J'ai passé 5 ans à construire ce foyer, et elle m'a abandonné au moment le plus difficile, me laissant sans rien. J'ai besoin de cet argent, pour refaire ma vie. » Un brouhaha s'est élevé dans la salle d'audience. Cet homme, qui avait vécu au crochet de sa femme et l'avait trahi, exigeait maintenant une compensation. Mon avocat, Charles, a ricané et s'est levé, « Votre honneur, la requête du défendeur est totalement infondée, et s'apparente à une tentative de chantage. Non seulement nous rejetons cette demande, mais nous déposons une demande reconventionnelle, exigeant que M. Laurent verse 8 millions d'euros de dommages et intérêts, pour le préjudice causé par la violation de ses devoirs conjugaux. » Je me suis levé, et j'ai personnellement remis au juge un épais dossier, « Votre honneur, voici le bail de l'appartement que M. Laurent louait, avec l'argent du ménage, pour sa maîtresse, une stagiaire prénommée Sophie. Vous y trouverez également les relevés des virements qu'il lui adressait, ainsi que des photos d'eux ensemble. Conformément au Code civil, l'époux fautif dans la rupture du mariage peut se voir privé de tout droit à la prestation compensatoire. De plus, M. Laurent ne s'est pas contenté d'être infidèle, il a également détourné 6 millions d'euros pour acheter un appartement à sa mère. Je me suis tourné vers Jean, le poussant dans ses derniers retranchements. « Jean, si tu persistes à réclamer tes 3 millions, je demanderai au tribunal de réintégrer l'appartement de ta mère du 16e arrondissement dans les biens communs, de le saisir, et de le vendre aux enchères pour satisfaire ma demande d'indemnisation. Ta mère se retrouvera alors à la rue. À toi de choisir. Soit tu signes cet accord en silence, tu renonces à toutes tes prétentions financières et tu repars les mains vides, soit je prendrai à ta famille ce qui lui reste. » En entendant que le toit de sa mère était menacé, Jean a été frappé de terreur. Il savait que j'avais des preuves irréfutables entre les mains. Ses jambes se sont dérobées, et sa chemise était trempée de sueur. D'une main tremblante, il a pris un stylo, et a signé l'accord de divorce en silence, renonçant volontairement à toute réclamation financière. Le juge a abattu son marteau, clôturant l'audience. Le prononcé du divorce a pris effet immédiatement. J'ai rassemblé mes papiers, et j'ai quitté la salle d'audience, inspirant à plein poumon l'air de la liberté. Je m'étais enfin totalement purifié de la boue de mon passé, en empêchant cet homme ignoble de prendre le moindre centime de ce qui m'appartenait. 2 mois plus tard, Paris était baigné par un soleil d'automne doré. Dans le hall d'un prestigieux centre d'affaires sur le boulevard Haussmann, se déroulait la grandiose cérémonie d'inauguration de ma nouvelle société, Investissement et Développement Urbain, dont j'occupais le poste de présidente du conseil d'administration. Des bouquets de fleurs somptueux, des dizaines de partenaires, et l'élite du secteur de la construction étaient venus me féliciter. À mes côtés se tenaient David, Bernard, Marine et Alexis, mes fidèles collaborateurs, qui avaient traversé la tempête avec moi. Juste avant que je ne coupe le ruban, un incident s'est produit à l'entrée. 2 silhouettes négligées et hagardes ont tenté de forcer le cordon de sécurité. C'étaient Sylvie et Jean.
Jean était sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès, mais d'une manière ou d'une autre, ils avaient réussi à venir jusqu'ici. Sylvie, décoiffée, dépouillée de son arrogance d'antan, s'est effondrée à genoux sur le parvis en me voyant. Tania, je t'en supplie, sauve-le. Ils vont mettre Jean en prison. Le tribunal exige le remboursement de 10 millions à l'État pour fraude. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra espérer une réduction de peine. Nous avons dû vendre l'appartement du 16e arrondissement pour payer les créanciers, mais l'argent ne suffit toujours pas et pitié de lui, retire ta plainte. Tu es si riche. Jette-nous au moins des miettes. Donne-nous une chance de survivre. Jean a également rampé à mes pieds. Tania, je sais que je mérite la mort, mais, s'il te plaît, souviens-toi des 5 années que nous avons passées ensemble. Sauve-moi pour la dernière fois. Je te promets, je disparaîtrai de ta vie pour toujours. Tous les invités ont braqué leur regard sur cette tragicomédie. J'ai pris un micro, et j'ai descendu lentement quelques marches. En regardant ces deux personnes, qui autrefois s'étaient liguées pour m'humilier, je ne ressentais aucune haine, seulement de la pitié pour ceux qui, ayant semé le vent, récoltaient la tempête. J'ai déclaré d'une voix forte dans le micro, pour que tout le monde entende. Sylvie, Jean, vous vous trompez. La loi n'est pas quelque chose que l'on peut acheter, ou négocier avec des larmes de crocodile. Les délits commis par Jean sont le résultat de sa propre cupidité, et de votre complaisance. Une peine de prison est le prix juste à payer pour la tromperie et l'immoralité. Nos comptes ont été réglés le jour où le juge a abattu son marteau. N'essayez pas de m'extorquer de la pitié, avec votre amour factice. Je me suis tourné vers la sécurité, je vous prie de reconduire les personnes sans invitation, à l'extérieur de l'événement. Nous ne pouvons pas permettre que des criminels souillent notre fête. Les agents de sécurité ont rapidement empoigné Jean et Sylvie par les bras, et les ont conduits dans la rue. Leurs pleurs et leurs supplications se sont noyés dans le bruit de la circulation parisienne. C'était le châtiment le plus juste, pour des individus ingrats et perfides. Je suis remonté sur scène, j'ai pris les ciseaux dorés, accompagné de mes partenaires et de mes fidèles collaborateurs, j'ai coupé le ruban rouge. Des canons à confettis ont éclaté. Des applaudissements assourdissants ont retenti. J'ai souri avec fierté, en regardant l'enseigne lumineuse portant le nom de mon entreprise. Mon passé sombre, tissé d'humiliation, était révolu, laissant place à une femme forte, indépendante, avançant avec assurance, sur son propre chemin lumineux. Chers lecteurs, au terme de ce voyage tumultueux aux côtés de Tatiana, chacun de nous éprouve sans doute un sentiment partagé. Cette histoire nous enseigne que le don de soi dans le mariage n'a de sens que lorsqu'il est apprécié à sa juste valeur. La principale leçon, c'est l'importance de l'indépendance. Une femme, même en aimant infiniment son mari et sa belle famille, doit conserver sa force de caractère, son indépendance financière et des connaissances juridiques minimales, afin de ne pas se faire piétiner quand la tempête éclatera. Par ailleurs, la loi du karma est toujours implacable en ce bas monde. Ceux qui ont recours à des manigances ignobles, qui trompent et trahissent ceux qui les ont aidés, finiront toujours par en récolter les fruits amers, en perdant absolument tout, leur réputation et leur vie. La vie est belle, et il ne vaut pas la peine de se perdre, pour ceux qui n'en sont pas dignes. Car, lorsque vous avez le courage de lâcher prise sur un passé sombre, une aube des plus éclatantes vous attend déjà.